c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, voici l'ultime épisode de la série Sailor, en 2 volets. La première partie nous livre une analyse économique avec un focus sur le minage, tandis que la seconde se concentre sur le développement, l'évolution de Bitcoin par superposition de couches. Michael et Robert peaufinent là des notions introduites auparavant, mais l'analyse demeure tout à fait intéressante. L'idée de fond, c'est que nous assistons présentement à une véritable ruée vers l'or 2.0, vers Bitcoin. Elle se produit dans une fenêtre de temps qui va se refermer progressivement d'ici 2035, seuil à partir duquel près de 99% des Bitcoins auront été minés. Et durant toute cette période, le secteur va évoluer sous les influences conjuguées du contexte énergétique, des progrès réalisés en matière d'ingénierie et des avancées dans le domaine des semi-conducteurs. On profitera aussi de cet épisode pour revenir sur les propos incendiaires, cinglants, tout récemment tenus par Sailor, où il minimise l'importance de la garde autonome du Bitcoin et qualifie de crypto-anarchistes paranoïaques tous ceux qui entrevoient le risque d'une saisie des Bitcoins par leur gouvernement, comme le gouvernement des États-Unis l'a fait avec l'or de sa population en 1933. Donc c'est des propos qui ont suscité, comme tu peux l'imaginer, beaucoup d'incompréhension, un sentiment de trahison et qui alimentent des soupçons quant aux motivations profondes du GigaChad. Nous sommes nombreux, choqués par ces paroles, à tenter de comprendre cette séquence où Sailor semble contredire ses propres fondamentaux. Donc on prendra un petit peu de temps pour réfléchir à tout cela ensemble. À tout de suite. Bitcoin, économie et évolution. Michael, nous venons de terminer notre discussion sur le réseau de minage à preuve de travail et sur les 7 couches de sécurité, énergie, technologie, politique, finance, le réseau lui-même, la sécurité spatiale et temporelle. Bitcoin, c'est un réseau décentralisé de cryptoactifs et la question qui revient souvent, c'est comment l'utilisation de l'énergie va-t-elle évoluer au fil du temps ? Va-t-elle continuer à grimper suivant l'augmentation du prix de Bitcoin ? J'ai vu bien des commentaires à ce sujet et je pense que beaucoup de gens se trompent. Il semble penser que lorsque le prix de Bitcoin augmente, l'utilisation de l'énergie augmente linéairement. Que lorsque le prix du Bitcoin fait x100, l'utilisation de l'énergie augmente elle aussi d'un facteur 100. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des 10 dernières années, le réseau de minage est passé d'une activité énergivore à une activité technologique. Autrement dit, cela vaut pour toute industrie. On part d'une activité intensive en main-d'œuvre et on évolue vers une activité intensive en capital. À l'époque où nous nous sommes mis à semer et à cultiver, nous n'étions alors sans doute guère plus d'1 million de personnes. Et l'agriculture était une activité intensive en main-d'œuvre. Au fil du temps, les biens d'équipement se sont améliorés. On a d'abord eu des chevaux tractant des charrettes, puis des tracteurs remplacés par des méga-tracteurs qui laissent désormais place à des usines. Et là, soudain, la quantité de main-d'œuvre importe beaucoup moins, tandis que le capital prend beaucoup plus d'importance. Il fut un temps où les agriculteurs représentaient 90% de la population du pays. Aujourd'hui, à peine 1 à 2% de la population produit toute la nourriture, car c'est devenu une activité intensive en technologie. Alors, il en va de même pour le réseau Bitcoin, à la différence près qu'il faut substituer l'énergie à la main-d'œuvre et la technologie au capital. Revenons 10 ans en arrière.
Il fallait probablement 100 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui pour générer un exahash. Un S19 consomme 30 MW par exahash, mais un S9 150 MW. Donc sur une seule génération d'équipement, on a un gain d'efficacité énergétique de facteur 5. Nous en sommes désormais à la 7e génération d'équipements de minage. Vous réalisez un peu, si on se compare à 2 ou 3 générations en arrière, là oui, on mesure un gain d'efficacité énergétique de facteur 100. Considérez où nous en sommes rendus aujourd'hui et projetez-vous dans 10 ans. On peut raisonnablement s'attendre à des gains d'efficacité résultant de 3 dynamiques. Premièrement, les halvings du protocole. Il y en a un tous les 4 ans, soit un gain d'efficacité x5 en une décennie grâce aux halvings. Ensuite, si l'efficacité énergétique fait x4 et que vous l'obtenez 2 fois, disons x5 puis x4, ça nous fait un gain d'efficacité de x20 sur 2 générations supplémentaires d'équipements de minage. On se retrouve finalement avec x20, x5, soit une augmentation de x100 de l'efficacité. Donc avec un prix de Bitcoin multiplié par 100 et une efficacité du réseau qui augmenterait de même, la consommation d'énergie resterait stable. Voilà quelque chose d'important à garder à l'esprit car les gens s'imaginent parfois qu'on utilise de l'énergie pour sécuriser le réseau. Alors que non, c'est pas de l'énergie, mais de l'énergie cryptée qui est utilisée pour sécuriser le réseau. Pour transformer de l'énergie brute à l'état d'énergie cryptée, vous devez la faire passer par un mineur SHA 256 correctement conçu dans un dissipateur de chaleur. Et à mesure que l'ingénierie thermique s'améliore, les mineurs gagnent en performance, et à mesure que l'ingénierie des semi-conducteurs pour les ASIC s'améliore, le réseau gagne en efficacité. Il y a dans cette dynamique une lutte ininterrompue entre force brute et technique. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? La nature, la concurrence, ouais. Il y a 2 façons de faire les choses, non ? Soit on s'appuie sur la main-d'œuvre brute, soit sur la technologie. Et il est important d'avoir cette dynamique, cet équilibre entre le yin et le yang, car lorsque les technologues deviennent paresseux et cessent de s'améliorer, la matière brute ou la force brute prend le dessus et le contrôle du réseau revient aux détenteurs d'énergie. Et si les technologues affinent et améliorent régulièrement leurs installations d'ingénierie, leur technologie thermique, leur technologie de puce, alors c'est la technologie qui prime et l'énergie devient secondaire. Combiner ces 2 éléments requiert un capital circulant librement. Dans un marché libre, le capital est continuellement en quête de sa meilleure utilisation. Devrais-je investir dans la création de la prochaine génération de mineurs SHA 256 ou dans la conception d'une ferme de minage plus efficace, dotée d'un système de refroidissement par immersion? Dois-je investir mon capital pour accroître la commercialisation d'énergie ou mobiliser plus d'énergie et fabriquer le même design encore et encore tout simplement? C'est là une danse délicate, un subtil équilibre des pouvoirs. Le modèle que vous pouvez garder à l'esprit est qu'à ses tout débuts, le minage de Bitcoin était très énergivore. On utilisait des équipements informatiques standards, on y consacrait de la matière brute, de la puissance et des matières premières brutes. Une série de générations d'équipements de hachage est passée et nous sommes désormais rendus à un stade où le facteur limitant pour générer des hashes n'est plus tant l'énergie que l'équipement de minage. Plus exactement, faudrait dire que les facteurs limitants pour bien faire le job, ce sont des mineurs correctement agencés dans la bonne ferme de minage dotée d'une technologie de refroidissement adéquate. Et croyez-moi, d'ici une décennie, tout sera beaucoup plus technologique encore. Vous aurez beau disposer de toute l'énergie du monde, cela ne vous permettra pas de générer des hashes cryptographiques. Le point de rentabilité d'un S19 est d'environ 40 cents par kilowattheure. À 39 cents, vous gagnez de l'argent. Le point de rentabilité d'un S9 est de 8 ou 9 cents par kilowattheure. Si vous payez votre électricité 20 cents, pas moyen de gagner de l'argent. Faut l'éteindre. Le point de rentabilité de l'équipement de génération précédente est d'environ 2 cents par kilowattheure. Vous ne pouvez pas payer plus. 3 cents et vous devez l'éteindre. Et la génération précédente encore, vous étiez à 1,5 cents par kilowattheure. Donc si vous voulez générer des hashes avec un équipement ancien, l'énergie, il faut que vous la voliez. Si vous avez de l'énergie gratuite et qu'elle est littéralement volée ou donnée, alors oui, vous pouvez faire fonctionner des équipements de 8 ans ou de 5 ans. Si vous payez votre électricité, il vous faut des équipements modernes. C'est un modèle dynamique.
Et c'est important car c'est le reflet de la sophistication croissante du réseau de sécurité Bitcoin, de sa nature darwinienne. Parce que le mineur de Bitcoin, qui s'est simplement contenté d'acheter un beau parc matériel il y a 5 ans et qui s'arrête de le mettre à jour, devient vite obsolète. Vous ne durez pas 10 ans avec cet équipement. Parce que votre seuil de rentabilité évolue en conséquence. C'est un processus très naturel, un peu comme la nature qui se régénère. Si vous êtes déconnecté des réalités, complètement décalé, le marché libre, lui, va continuer à faire progresser la technique. Restez à l'écart, isolez-vous, et vous découvrirez bien vite que vous ne pouvez plus générer assez de puissance de hachage pour recevoir une partie des récompenses et des frais de transaction. C'est comme ça que le réseau vous éjecte. Les mineurs de Bitcoin ont donc le comportement de créatures organiques avec une boucle de rétroaction négative. On a fondamentalement un mécanisme de marché. L'ajustement de la difficulté n'est pas seulement tactique, dans le protocole, toutes les 2 semaines, il est inhérent au marché, car si vous n'améliorez pas votre matériel tous les 4 ans, vous n'êtes plus compétitif. Il est difficile de mettre à jour votre parc matériel tous les 4 ans, à moins d'avoir géré votre capital de façon responsable. Vous avez dépensé tout votre argent ? Vous n'avez pas assez économisé ? Vous n'êtes pas digne de confiance et n'avez pas pu sécuriser un crédit ? Et vous ne pouvez pas acheter de matériel. Ainsi, pour rester compétitif sur le réseau Bitcoin, vous devez être à la fois solvable, compétent et crédible. Quelqu'un qui possède la technologie doit être disposé à vous la vendre. Voilà comment je décrirais le caractère dynamique du réseau. Il y a cette compétition entre mineurs, opérations, fournisseurs de technologie, sources d'énergie et juridictions politiques. Et constamment, vous devez vous améliorer. Il vous faut sans doute améliorer votre efficacité d'un facteur de 1,5 à 2 tous les ans. Vous êtes soumis à la loi de Moore et à cette pression darwinienne compétitive qui va conduire à la baisse de la consommation d'énergie par exahash. On passera de 150 MW par exahash à 30 MW par exahash, puis à 5, à 1, à 1,5 MW par exahash et ainsi de suite. Nous allons simplement progresser sur cette courbe d'efficacité. Imaginez que je vous remette ce supercalculateur de la taille d'un morceau de sucre. Considérez la puissance embarquée dans un semi-conducteur moderne. Pensez à ce que renferme la puce du tout dernier iPhone. On trouve toujours le moyen de continuer à compresser la puissance de calcul, tout simplement. L'ingéniosité humaine est comme ça. De sorte qu'ils vont dénicher le moyen de créer toujours plus de puissance de hachage via des techniques meilleures. Ce qui laisse penser que la consommation d'énergie augmentera probablement de façon non linéaire avec le logarithme du prix, par exemple. Si le prix augmente d'un facteur 10, la consommation d'énergie pourrait augmenter d'un facteur 2, 2,5 ou 3. Viendra le moment où vous penserez avoir atteint le plafond de la consommation d'énergie, qui restera quasi constante quand le taux de hachage continuera, lui, à augmenter. Et à ce stade, plutôt que de consacrer la moitié de son budget à l'énergie, le mineur de Bitcoin allouera désormais la moitié de son budget à ses actifs. Vous achetez des biens d'équipement à hauteur de 40% de votre budget et vous les amortissez. Quant à votre coût variable en énergie, il ne représente plus que 5% de votre budget. Et la guerre qu'il se livre pour le contrôle du réseau n'est plus tant énergétique que technologique. Pourquoi est-ce un développement favorable ? Eh bien, tout simplement parce que l'énergie est une matière première abondante dans l'univers, tandis que les mineurs SHA 256 de 7e génération sont des équipements spécialisés. Tout le monde sur Terre peut mobiliser de l'énergie et la consacrer à notre problème. Mais mettre au point la 11e génération d'équipements SHA 256 est quelque chose que sans doute personne ne sera capable de réaliser, à moins d'avoir dédié 1 ou 2 décennies à concevoir ce type de technologie. Ce processus de spécialisation est semblable à celui qui a vu les tracteurs John Deere devenir des équipements très spécialisés après un siècle d'évolution. Si vous pouviez retourner en 1850 pour y rencontrer un fermier et lui décrire ce dont est capable un agriculteur en 2020, il pourrait difficilement vous croire. Mais c'est ce qui se produit avec le réseau. Je crois qu'il s'agit là d'un système auto-régénérant, auto-hermétique, auto-correcteur. Et cette façon dont la compétition darwinienne se conjugue avec le capitalisme d'Adam Smith procure à Bitcoin un avantage décisif par rapport à un réseau basé sur la preuve d'enjeu.
Parce que dans un réseau à preuve d'enjeu, vous désactivez en grande partie la concurrence sur le plan énergétique. Vous la désactivez également au niveau des semi-conducteurs et en matière d'innovation. Vous désactivez l'ingénierie et l'innovation thermique et la concurrence en matière de capital financier. Vous désactivez l'élément politique. Bilan des courses, je peux me permettre une certaine forme de complaisance, de stupidité et de contentement déplacé. Je peux simplement poster l'équivalent d'1 milliard de mes jetons, puis m'assoupir une décennie durant, sans que personne ne cherche à renforcer le réseau. Cela signifie que ce dernier n'est pas mis à l'épreuve, ni soumis à des contraintes, ce qui finit par affecter son intégrité et sa durabilité. Robert, au point où nous en sommes, le réseau de minage Bitcoin est un marché libre. Il reflète plusieurs caractéristiques du capitalisme. Il y a ce va-et-vient, ce yin et yang entre efficacité et magnitude. Ce passage de l'intensité de la main-d'œuvre à l'intensité du capital est un phénomène qui a été constaté historiquement dans de nombreux marchés. À mesure que les biens d'équipement sont plus nombreux et gagnent en efficacité, produisant des gains de productivité, moins de main-d'œuvre est nécessaire pour obtenir les mêmes résultats. C'est une progression capitaliste naturelle. J'ai bien envie de vous poser une question, Michael. Quelle est la durée de vie utile d'un mineur, d'un appareil de minage ? Michael, 4, 5 ans ? Robert, donc pour rester sur le marché, les équipements d'ancienne génération doivent basculer vers des sources d'énergie moins chères. Michael, je peux voler de l'énergie. Si je peux détourner de l'énergie, je peux faire fonctionner des mineurs de génération plus ancienne de manière rentable, car mon coût variable est nul. Robert, ainsi les nouvelles générations sont initialement allouées à des sources d'énergie plus coûteuses. Est-ce là un aspect de l'augmentation croissante du coût totalement amorti de la production de Bitcoin ? Parce que les dépenses en capital augmentent. Je veux dire, peut-être que le mélange CAPEX-OPEX évolue, mais on a bien une augmentation du coût global de production de chaque Bitcoin, ce qui induit une pression à la hausse de son prix sur le marché. Est-ce là une autre façon de voir la chose ? Michael, c'est pas très clair pour moi. Quel est le prix de l'énergie ? Augmente-t-il ou diminue-t-il ? Peut-être que le prix de l'énergie augmente, puis diminue. Quel est le prix des semi-conducteurs ? Augmente-t-il ? Diminue-t-il ? Parfois il augmente. Il augmente s'il y a un monopole sur les puces des semi-conducteurs, puis il baisse quand quelqu'un d'autre entre sur le marché. Une puce Intel 386 est maintenant assez bon marché, non ? Donc les prix des puces baissent, mais la prochaine génération augmente. Mais encore une fois, c'est une question de concurrence. Quel est le prix des semi-conducteurs ? S'il n'y a qu'un seul fournisseur et que c'est un monopole, alors vous pourriez dire, le prix de vos semi-conducteurs va augmenter à chaque génération pour toujours, et le coût du minage de Bitcoin va augmenter. Mais il n'y a pas qu'une seule entreprise de semi-conducteurs. Il y en a plusieurs. S'il n'y en a qu'une, on en revient à la déclaration de Jeff Bezos, votre marge est mon opportunité. Bitcoin est un marché ouvert pour le minage, donc n'importe qui peut concevoir une puce SHA-256. Il n'y a pas qu'un seul type de mineur Bitcoin. Il y a des gens qui collent ces trucs sur des remorques tractées par des camions qui les déplacent et puis les branchent sur des lignes électriques illégales, non ? C'est pas très efficace. Il y a des gens qui collent 500 mineurs Bitcoin dans un container et le déposent sur une plateforme. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais, ça fonctionne. Est-ce que c'est bien conçu pour dissiper la chaleur ? Non. Est-ce que ça chauffe beaucoup ? Ouais. Quelles sont les conséquences de cette surchauffe ? Vous devez éteindre l'équipement de minage de temps en temps, donc vous perdez en efficacité. Et il crame, ce qui réduit d'autant leur durée de vie utile qui passe de 4 ans à 3 ou 2 ans même. Il y a donc une concurrence là-dessus, tout comme elle existe pour l'énergie. Le coût de l'énergie va-t-il toujours augmenter ? Non, l'énergie pourrait bien devenir gratuite si j'invente la fusion froide. Les semi-conducteurs maintenant, leur prix va-t-il toujours augmenter ? Non, pas certain. Vient le moment où Bitmain grimpe ses prix, et alors tout le monde commence à solliciter Intel. Vous vous tournez vers une autre entreprise de semi-conducteurs en lui disant « Vous voyez, Bitmain a triplé ses prix, et ça signifie que maintenant vous pouvez gagner beaucoup d'argent. » Et c'est comme ça que vous attirez quelqu'un d'autre dans l'espace. Il y a un équilibre dynamique entre l'ingénierie, les semi-conducteurs et l'énergie. Les entreprises les mieux capitalisées peuvent acquérir l'équipement le plus récent.
C'est le cas des entreprises nord-américaines cotées en bourse, qui iront acheter le matériel dernier cri encore rutilant, alors que les entreprises moins bien capitalisées opteront pour des équipements plus anciens. Et les choses vont continuer comme ça. J'ai peu de visibilité sur le coût de production à venir d'un Bitcoin. Ça dépend peut-être de la rentabilité du Bitcoin, qui est elle-même fonction du ratio entre la vitesse d'accumulation de la puissance de hachage et la vitesse d'augmentation du nombre de détenteurs de Bitcoin. Si ces derniers augmentent d'un facteur 10, si la puissance de hachage double, alors la rentabilité, le revenu par exahash, quintuplera, n'est-ce pas ? Alors que si la puissance de hachage fait x10 et que l'on double seulement le nombre de détenteurs, la rentabilité va se détériorer. La rentabilité du minage de Bitcoin aura donc un impact sur la vitesse de développement des semi-conducteurs ASIC pour le minage de Bitcoin. Pas vrai ? Robert. Donc le total des dépenses d'exploitation et des dépenses en capital allouées au réseau Bitcoin lors d'un halving, ce montant total alloué passe de la production de 900 Bitcoins par jour. Michael, le revenu est coupé presque de moitié. Robert, donc le coût de production par Bitcoin est effectivement doublé. Et mon point consistait à dire que cette augmentation du coût de production d'un Bitcoin incite les mineurs à les conserver, à les hodl. Ils veulent éviter de vendre en dessous du coût de production. Et c'est ce qui fait grimper le prix de Bitcoin. Michael, on peut imaginer que le coût énergétique double tous les 4 ans. Mais si dans le même temps, je modernise l'équipement qui s'en trouve 5 fois plus performant, la question c'est combien avez-vous payé pour l'équipement ? Si vous avez déboursé cher pour l'acquérir, alors amortissez le coût de l'équipement dans le coût du Bitcoin et vous avez une réponse. C'est un prix que le fournisseur vous facture, qui a peut-être triplé ou réduit de moitié selon la concurrence. Sur un marché très concurrentiel, disons-le autrement, si vous achetez des puces Intel 386 ou 486 et que vous les mettez dans votre appareil électroménager, quel est le prix de l'intelligence embarquée dans votre grille-pain ? Un pourcentage du coût du grille-pain. C'est assez bon marché, non ? Vient le moment où le coût de l'intelligence se met à baisser, car c'est un marché de commodité. AMD a fait chuter les prix, et cette concurrence permet à tout le monde de mettre de l'intelligence dans ses appareils. Sans une telle concurrence, les choses pourraient évoluer dans l'autre sens. Je pense donc que par le biais des halvings, le protocole nous contraint à être 5 fois plus efficace à chaque décennie qui passe. Les autres dynamiques, comme le rythme des avancées technologiques, sont encore plus rapides et tout aussi importantes. Robert, je suis d'accord avec vous sur un point. Nous sommes en pleine ruée vers l'or, une ruée vers le Bitcoin. Entre maintenant et 2035, nous aurons alors miné 99% des Bitcoins. Cela nous fait donc une fenêtre de 14 ans. 14 années durant lesquelles les récompenses de blocs sont relativement élevées. Il est donc très lucratif de participer à ce secteur, mais il va sans doute devenir moins rentable. Au minimum, nous savons qu'il va se transformer en une activité basée sur les frais de transaction. Donc les revenus, aujourd'hui composés à 90% de récompenses de blocs et à 10% de frais de transaction, vont évoluer vers un rapport inverse. 90% de frais de transaction et 10% de récompenses de blocs. Sachant que les frais de transaction évolueront probablement selon le logarithme du prix, pas de manière linéaire. Pour déplacer $1 million, il y a des chances que je vous paye $10. Si je veux déplacer 10 millions de dollars, les frais vont passer à $12 peut-être, mais je ne vais pas payer $100. Je vais simplement surenchérir sur l'acheteur à $1 million. Si je veux déplacer 50 millions de dollars, je vais offrir $14. Les frais de transaction augmenteront donc avec le nombre de transactions sur la couche de base. Cela sera dynamique, mais les récompenses de blocs vont disparaître. Être mineur de Bitcoin en ce moment, c'est très lucratif, mais ce business va évoluer vers un réseau de sécurité de transactions efficace. Et il est fort judicieux d'acheter du Bitcoin, raison pour laquelle il est logique de garder, de hodl le Bitcoin si vous êtes mineur. C'est votre couverture contre deux choses. L'inévitable évolution dictée par le protocole qui verra le minage de Bitcoin 90% moins lucratif au fil du temps, réduit de moitié une fois, réduit de moitié 2 fois, en 12 ans il sera réduit de moitié 3 fois. C'est donc premièrement une couverture contre cela plutôt sur le long terme, mais c'est aussi une couverture contre l'explosion du hash rate à court terme. Imaginez que vous minez du Bitcoin
Quelqu'un, surgissant d'on ne sait où, apporte une puissance de achat significative sur le réseau bien plus vite que prévu. Voilà votre part de marché immédiatement réduite. Dans une telle situation, conserver du Bitcoin pourrait bien vous faire gagner. Et si tout le monde est convaincu que Bitcoin va triompher, qu'on voit une affluence massive de nouveaux entrants dans le secteur du minage, vous voudrez détenir du Bitcoin. Le minage deviendra compétitif et Bitcoin va prendre de la valeur. Vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans une situation où vous avez miné du Bitcoin et vendu tout votre Bitcoin contre du cash. Parce que dans ce cas-là, ça revient à essayer de gérer une entreprise en cash dans 16 ans, quand les revenus auront été divisés par 2, 4 fois. Si on passe de 100 à 50, puis à 25, 12, pour arriver à 6, lorsque vous ne générez plus que 6% des revenus, et que tout le monde a pu entrer sur le marché sur ces 16 années, ça devient un commerce de commodités, un marché de matières premières. Je ne dis pas qu'un mineur de Bitcoin ne peut pas être compétitif et évoluer. Il se peut bien que cela demeure une excellente activité. Les mineurs de Bitcoin peuvent tout à fait évoluer et commencer à faire tourner des nœuds Lightning ou à gérer des plateformes de deuxième couche d'autres types. Il se peut également qu'en tant que mineur, vous puissiez générer un rendement sur votre énorme trésor en Bitcoin, ou qu'il y ait d'autres applications. On va en parler. Il est fort logique que les mineurs s'impliquent dans certains des domaines d'application qui vont voir le jour progressivement. Il y a là des opportunités technologiques. Si vous pouvez effectivement gagner beaucoup d'argent maintenant, la chose illogique à faire en matière de business, ce serait de faire l'impasse sur ce qui peut se produire dans 16, 20 ans. Vous pourriez très bien gagner assez d'argent maintenant pour avoir 10, 20, 30, 100 milliards de dollars de capital alors que vous pourrez redéployer pour acquérir un autre truc ou pour vous maintenir dans l'activité. Le second point ici, je suppose que, oui, c'est vrai, les mineurs de Bitcoin auraient tout intérêt à garder leur Bitcoin. Mais cela vaut aussi pour ceux qui ne sont pas mineurs. Si vous croyez en Bitcoin, alors logiquement, si vous dégagez des revenus d'exploitation, vous devriez les investir dans Bitcoin. Peu importe votre domaine d'activité d'ailleurs. Si vous êtes capable de lever des financements, de la dette ou des capitaux propres, alors vous devriez aussi le faire et investir tout cela dans Bitcoin. Cela concerne bien d'autres types d'entreprises. C'est comme ça que MicroStrategy voit les choses. Nous ne sommes pas des mineurs de Bitcoin. Voilà ma réflexion sur le réseau de minage de Bitcoin et l'évolution de ce modèle dynamique. Je suppose que c'est intentionnellement que certaines personnes mal interprètent cela, comme les partisans de la preuve d'enjeu qui ont tout intérêt à prétendre que la consommation d'énergie est linéaire. Ça leur permet de jouer la carte ESG et de prétendre qu'ils font là quelque chose de vertueux pour l'environnement parce qu'ils n'utilisent guère d'énergie. En vérité, ils n'utilisent ni énergie, ni technologie. Ils ne mobilisent ni technologie matérielle, ni ingénierie, ni énergie et écartent leur réseau de toute concurrence. Ils ne font pas appel à du capital externe, qu'il soit politique ou financier. Ils conçoivent un protocole virtuel pour créer de la sécurité. Et même dans ce cas, si vous comptez vous appuyer sur un protocole virtuel pour créer de la sécurité, vous seriez mieux avisé de le capitaliser avec un actif externe au réseau. Par exemple, le réseau Lightning a beaucoup plus de sens adossé à du Bitcoin que s'il était adossé à un Lightning Coin. Robert, et il rémunère les services rendus, à savoir le routage des transactions, plutôt que la simple détention de Bitcoin. C'est pas comme ça que ça marche. Le point clé ici, c'est que la dépense énergétique de la preuve de travail transforme ce qui serait juste un actif de jeu vidéo en un actif macroéconomique. Michael, cela crée un actif réel. C'est votre lien avec la réalité thermodynamique et la réalité sociopolitique, deux réalités que vous ne pouvez pas nier. Ce que les gens pensent de vous compte. Qu'ils soient officiers de police municipale ou qu'ils dirigent votre nation, ce qu'ils pensent de vous compte. Idem pour la nature. Ce qu'elle pense de vous compte. Si vous décidez de sauter d'une falaise en regardant dans la mauvaise direction, l'opinion de la nature compte, que vous la respectiez ou non. Donc si vous bâtissez quelque chose que vous voulez voir durer 1000 ans, il est capital que vous respectiez la politique, la thermodynamique et la physique. Et la preuve de travail est cette invention hyper ingénieuse qui connecte et maintient en permanence le réseau Bitcoin synchronisé avec la réalité politique et physique. Une évolution sans fin. Tous les 4 ans, tous les 2 ans,
un nouveau mineur, une nouvelle puce, un nouvel endroit, jeter l'ancienne génération doit mourir pour que la nouvelle génération puisse se former afin que la créature puisse évoluer. Dans le cas contraire, la créature stagne et se fragilise jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de concurrencer quoi que ce soit dans le monde réel. Voilà pour ce premier volet. Quelques commentaires sur les points abordés par Michael et Robert avant de passer à une analyse de l'actualité brûlante évoquée tout à l'heure. Ici encore, Saylor prend le soin de déminer le FUD, de dissiper tous les doutes et malentendus portant sur l'utilisation d'énergie par le réseau Bitcoin. Il nous explique pourquoi l'augmentation de cette utilisation ne suit pas de façon linéaire celle du cours du Bitcoin, et l'on comprend que l'énergie brute va jouer un rôle de moins en moins prépondérant dans les performances des mineurs, ce secteur étant déjà bien engagé dans un processus de sophistication. La guerre à dominante énergétique que continuent à se livrer les mineurs prend chaque jour une consonance plus technologique. Quant au FUD énergie/environnement, il est derrière nous, je pense, j'espère. Daniel Batten, qui scrute attentivement l'évolution de ce narratif, suggère que le vent a bel et bien tourné tant sur le plan de la recherche académique, les analyses publiées sont maintenant favorables à Bitcoin, que dans les médias. Ces derniers transmettent désormais des informations plus fidèles à la réalité et les effets persistants de la désinformation faiblissent en intensité. En particulier, il semble avoir largement cessé de relayer les conclusions hasardeuses du papier de De Vries intitulé « Le problème énergétique grandissant de Bitcoin », lequel, fondé sur 5 sources médiocres, a donné lieu à des centaines de citations propageant le mensonge. L'impact de ce brûlot, torchon scientifique au vu de son insuffisance méthodologique, a été catastrophique. C'est assez fou de constater tous les efforts qu'il aura fallu cumuler, éducation, travaux de recherche, pour débunker ce FUD aux yeux des médias. La pression-influence de BlackRock a sans doute joué un rôle non négligeable dans la clôture de ce débat d'ailleurs. Tout cela est important puisque ça va stimuler l'éducation des acteurs ESG, RSE, désireux d'accroître leur discernement sur le sujet. Non seulement ils vont réaliser que non, Bitcoin ne va pas faire bouillir les océans, mais que son utilisation de l'énergie est la condition sine qua non pour l'existence d'un libre marché et d'une concurrence saine, les prérequis pour que toute forme de capital afflue dans l'écosystème, conduisant à des gains de performance, d'efficience, un marché vertueux aux antipodes des systèmes à preuve d'enjeux coupés du réel, fragiles, en déliquescence programmée. Dernier point, avant de passer à notre sujet d'actualité, Saylor suggère que les années fastes dont profitent les mineurs vont peu à peu laisser place, sinon à des années de vaches maigres, en tout cas à une période plus éprouvante pour ce secteur. À mesure que l'essentiel de leurs revenus proviendra des frais de transaction, l'essor des mineurs passera sans doute par le déploiement de leur trésor de guerre dans de nouvelles opportunités technologiques de l'écosystème. Ces projections que Saylor faisait en 2021 ont-elles gagné ou perdu en plausibilité ? Aucune idée. En vérité, je ne suis pas ce secteur de suffisamment près pour l'apprécier. Alors, il y a des médias, je pense entre autres à la newsletter The Mining Pod, qui pourrait m'éclairer là-dessus. Mais en ce qui me concerne, c'est juste le temps qui manque. Et le mining, c'est vraiment un monde à part où tout évolue très vite. Passons maintenant à notre sujet d'actualité brûlant, cette interview où Michael minore l'importance de la garde autonome du Bitcoin, non seulement l'un des principes les plus élémentaires de sa proposition de valeur, mais aussi l'une des conditions à sa survie comme monnaie liberté, incorruptible et inviolable. Alors que s'est-il passé au juge ? Qu'a-t-il voulu dire ? Où a-t-il dérapé ? S'agit-il d'un malencontreux écart ou de l'expression de véritables motivations ? Est-ce la manifestation d'un changement de cap ? Ou simplement la mise à nu d'aspirations dissimulées jusqu'à présent ? Écoutons ensemble ce clip vidéo qui regroupe les extraits saillants de cet entretien qui a fait le buzz. C'est un échange avec la journaliste Madison Ridey, publié le 21 octobre. Alors, le traducteur, c'est moi, a fait un boulot un peu approximatif, mais je crois que ça fera l'affaire. On écoute et on décrypte ensuite. S'il y a plus de bitcoin conservés par ces dépositaires des tierces parties, quel risque pose-t-il d'avoir une plus grande part de l'offre conservée par un nombre réduit de grandes institutions ?
Est-ce que cela augmente le risque de capture et de confiscation comme ce fut le cas avec l'or? Et n'est-ce pas exactement ce que les bitcoiners veulent éviter à tout prix? C'est le contraire. Je pense que quand les bitcoins sont gérés par un groupe de crypto-anarchistes qui ne sont pas des entités régulées, qui ne reconnaissent ni le gouvernement ni les impôts et qui ne se soumettent pas aux exigences en matière de reporting financier, cela accroît le risque de confiscation. Il y a une communauté crypto-OG très virulente sur le sujet, mais si vous regardez où se trouve tout l'argent, 99,9% de l'argent se trouve en fait dans l'économie traditionnelle. Si vous considérez la Grande Dépression, les gens pensaient que leur or était en sécurité et les banques jusqu'à l'ordre exécutif en 1933, donc nous ne sommes pas totalement en sécurité. Je sais que ça peut paraître un peu fou de suggérer que cela puisse se reproduire, mais l'histoire se répète, donc les bitcoins ne seraient pas totalement en sécurité. C'est ce que les gens disent, mais ce sont principalement des crypto-anarchistes paranoïdes qui disent cela, ok? Parce que c'est un mythe, c'est un trope qui ne cesse d'être répété. Tout d'abord, il n'a jamais réellement confisqué l'or. Les gens ont volontairement remis leur or. Ils ne sont jamais allés jusqu'à défoncer les portes de tout le monde, les arrêter, leur tirer dessus et leur prendre leur or. Ça n'a jamais eu lieu. Est-ce que les États-Unis sont sur un étalon Bitcoin? Peut-être qu'on en sera bientôt. Mais le point est vraiment qu'on n'y est pas. Cette comparaison n'a absolument rien de raisonnable. Les gens agitent ces tropes ou ces mèmes inflammatoires. Si je dis ça, c'est parce que je veux que vous me donniez votre argent, ok? Si vous ne faites pas confiance à la banque, vous allez acheter mon portefeuille physique. Si vous ne vous fiez pas à ce gouvernement, vous allez déménager dans mon pays et acheter notre passeport. C'est cette façon d'attiser la peur pour que vous me donniez votre argent. Et je l'emploie pour vous vendre un pistolet, un hardware wallet, un compte, un conseiller financier, une police d'assurance, pour vous vendre. Vous savez, je vous laisse poursuivre la liste. Voici donc en substance les propos incendiaires de Saylor qui ont fait flamber Bitcoin Twitter. Bien des bitcoiners se sont exprimés et lui ont reproché tour à tour, premièrement de décourager la garde autonome du bitcoin au profit de solutions de custody chez des tierces parties, à commencer par les prestataires hautement régulés que sont ces banques et institutions too big to fail, au cœur même du problème que Bitcoin cherche à résoudre. Deuxièmement, d'apposer avec un dédain apparent l'étiquette de crypto-anarchiste paranoïaque à tous les individus se méfiant des dérives d'un gouvernement susceptible de décider un beau jour de confisquer leur bitcoin. Troisièmement, de réduire au statut de marchands de peur les fabricants de portefeuilles physiques et autres solutions de garde autonome. Alors, il y a de nombreux niveaux d'analyse possibles et des réalités qui m'échappent, c'est certain. Cela dit, ce qui me paraît objectivement, factuellement évident, c'est que Saylor se trompe lourdement ou déforme volontairement la vérité sur plusieurs points. Prétendre d'abord que le gouvernement n'a jamais contraint par la force ses citoyens à céder leur or est une absurdité. N'est-ce pas faire ouvertement preuve de violence que de brandir la menace d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et d'une amende de $10 000 ? 240 000 $ d'aujourd'hui, s'esquivent Benaïm et David Saint-Onge soulignent très justement. Quant à qualifier les fabricants de hardware de marchands de peur et les bitcoiners prudents de crypto-anarchistes paranoïaques n'est pas seulement irrespectueux, mais cela relève également soit d'un manque de lucidité peu plausible de la part de Saylor, soit d'un dangereux sentiment d'indulgence à l'égard d'un État qui a tout fait récemment pour réveiller notre méfiance. Laisser votre bitcoin sur un exchange, aussi bien régulé soit-il, c'est prendre le risque réel d'en perdre l'accès un jour. Il suffit pour cela que vos fréquentations ou votre discours critique sur les réseaux sociaux vous fassent passer dans le viseur des agences de contrôle du gouvernement. Ça peut arriver assez vite, même chez nous, comme en témoigne l'épisode des truckers canadiens dont les donateurs, quels qu'ils soient, ont vu leur compte en banque bloqué du jour au lendemain. Et puis ces crypto-anarchistes paranoïaques qu'ils jugent bien trop méfiants à son goût, c'est à leur lucidité sur les dérives inévitables du système que l'on doit Bitcoin, l'actif financier le plus précieux de tous les temps, qui tire toute sa valeur de ce constat tragiquement réaliste sur la nature de l'homme et de l'État. Alors oui,
Je conçois que Saylor appelle de ses voeux une hyper-bitcoinisation aussi gracieuse que possible, un changement tout en profondeur et presque indolore, sans heurts, à la manière d'un virus qui se répandrait dans un organisme à son insu, mais la fin ne justifie pas les moyens. Rien ne devrait justifier, même le désir d'amadouer une audience réfractaire, l'envoi de signaux contraires à ce qu'il sait être la vérité, et des signaux dangereux à suivre, de surcroît. Alors oui, c'est vrai, ce danger, ce risque ultime peut sembler peu probable à première vue pour une minorité de la population vivant dans des pays où leurs droits fondamentaux ont jusqu'à présent été relativement respectés, mais même dans ces rares pays, le scénario est improbable, pas nul. C'est ce que nous enseigne un article très instructif d'Ulrich Fromy, commentaire à chaud, qui tente de transposer les circonstances de la confiscation de l'or des Américains en 1933 à notre situation présente avec Bitcoin. Ulrich déclare que s'il est aujourd'hui effectivement impossible de réunir les conditions permettant d'établir pour Bitcoin le fondement juridique d'un décret confiscatoire à la Executive Order 6102, le risque d'une confiscation n'en est pas pour autant totalement écarté. Un scénario contraire demeure toujours plausible, celui d'une dérive totalitaire sans précédent associée à une profonde altération de la Constitution. Nul besoin d'être paranoïaque pour contempler la probabilité d'un tel scénario à mesure que le système fiat s'effondre. Le pétillant Giacomo Zucco, à la tête de Plan B Network, en conclut dans son style inimitable « Lol, confier son argent au gouvernement, ça revient à confier sa jeune progéniture à un groupe de drag queens en chaleur sous l'emprise de la drogue. Faut être légèrement attardé, ou aveuglé idéologiquement, ou juste être un menteur opportuniste pour imaginer que rien ne peut mal tourner. » Quant à Francis Pouliot, le franco-québécois CEO de Bull Bitcoin, qui a vécu dans sa chair l'épisode des truckers canadiens, il abonde dans ce sens. Ils nous ont enfermés dans nos maisons, tué des personnes âgées, forcées à porter des couches, imposé des fermetures, des couvre-feux, des injections forcées de médicaments expérimentaux mortels. Ils ont gelé les comptes bancaires des dissidents et les ont emprisonnés. Et vous imaginez qu'ils ne saisiront pas votre compte Coinbase ? Boucle-la, s'il te plaît. Alors, je dois dire que, malgré toute l'admiration et le respect que je porte à Michael Saylor, je pense qu'il a dit de grosses conneries. C'est pas pour autant la fin du monde, on en dit tous des conneries, et il en dit relativement peu au regard de l'exemple et de l'enseignement hors norme qu'il partage, mais raison de plus pour être vigilant sur des écarts qui pourraient être révélateurs de mutations malheureuses. Quoi qu'il en soit, voici le tweet qu'il a posté le lendemain sur X comme pour clarifier ou rectifier son propos. Je défends la garde autonome du Bitcoin pour tous ceux qui le souhaitent et sont en capacité de le faire. Je soutiens le droit à la garde autonome pour tous, ainsi que la liberté pour chacun dans le monde entier, individu ou organisation, de choisir la forme de garde et le dépositaire. Ouais, et en fait c'est vrai qu'il y a un gros sujet autour de la custody, de la garde du Bitcoin, de la self-custody en particulier, de sa garde autonome au niveau individuel et institutionnel. C'est un sujet que Michael et Robert ont d'ailleurs abordé dans la série Saylor à plusieurs reprises. Un thème capital sur lequel Michael s'était déjà exprimé en des termes très précis et concrets en décembre 2022. À mon sens, l'extrait de cette conversation avec Joe Burnett de Blockware Solutions, société de minage, mérite notre attention. En voici la traduction. À mesure que les institutions et les entreprises décident enfin d'entrer dans l'écosystème, comment envisagez-vous qu'ils conservent leur Bitcoin ? Considérez-vous la possibilité qu'ils détiennent leur propre clé privée dans une sorte de configuration multisig ? Feront-ils toujours confiance à des dépositaires en exigeant peut-être de leur part une preuve de réserve pour vérifier qu'ils ne réhypothèquent pas le Bitcoin ? Qu'ils ne l'ont pas vendu à quelqu'un d'autre ? Je pense que vous verrez une série d'approches, mais dans l'ensemble, conserver vos propres clés privées ou dans une relation multisig sera une approche beaucoup plus commune parmi les individus, les familles, les family office et les entreprises privées de petite à moyenne taille.
Tandis qu'avec les entreprises cotées en bourse, les grandes entreprises, les gouvernements ou les agences, ou les fonds mutuels, quand ils le feront avec un prestataire ou un dépositeur régulé, comme la Banque de New York, Mellon ou Fidelity. Like a Bank of New York, Mellon, or Fidelity. Ou une grande organisation publique, peut-être même des banques d'assurance FDIC comme JP Morgan ou Goldman Sachs, etc. And the reason why is La raison en est que ces organisations ne sont même pas autorisées à faire confiance à leur propre CEO. for example, Par exemple, si vous étiez le maire de New York et que vous viviez à New York, est-ce que vous voudriez que le maire de New York se promène avec ses clés privées à 50 milliards de dollars de Bitcoin de New York ? Qu'est-ce qui se passe quand son mandat prend fin et qu'un nouveau maire de New York est élu ? Qu'est-ce qui se passe si l'ancien maire ne confie pas ses clés au nouveau maire ? you would think, no, okay, so then you get to this situation. Voilà, dans cette situation, vous avez maintenant besoin de 3 personnes. Est-ce que vous voudriez que 3 fonctionnaires de gouvernement payés au salaire minimum, Wage or whatever. Would you want voudriez-vous qu'ils gardent 100 milliards de dollars de Bitcoin pour le FBI ? for, for the FBI or whatever the agency? Qu'est-ce qui les empêche de se servir ? Vous ne pouvez même pas faire confiance à vos propres employés. Do you really want the bank? Voulez-vous vraiment que les banques laissent un banquier prendre 2 milliards de dollars en lingots d'or chez lui tous les soirs à 17h et les ramener le lendemain ? No. So Non. with those kind of Donc avec ce genre d'organisation, vous devez mettre en place une solution avec de multiples garde-fous. Beaucoup de systèmes de contrôle et de garde-fous, ils sont intégrés dans les systèmes contrôle de Sarbanes-Oxley et les autres contrôles IT. Il y a une ségrégation des tâches. Beaucoup de fois, dans une grande organisation, la personne qui a le pouvoir de vous offrir l'accès n'a pas le pouvoir de vous amener l'argent. C'est 2 autres personnes. Et ces 2 ou 3 autres personnes doivent le faire, mais en conjonction avec un vendeur extérieur. Côté du vendeur, il y a 2 ou 3 personnes qui doivent signer. Et puis, il y a un système de processus. Tout est enregistré. Tout est enregistré. like you can get fired. Vous pouvez vous faire virer d'une banque pour ne pas enregistrer le fait que vous avez changé la permission d'une personne. Permission of one person. De la sécurité de 3.2 à la sécurité 3.3 par exemple. Rien que cela suffit à vous faire virer. Vous pouvez perdre votre job juste pour avoir temporairement rendu possible un tel changement de permission, pour que quelqu'un d'autre change cette permission ou ne l'enregistre pas. So they've got layers and layers and layers. Donc il y a des couches et des couches de contrôle et de garde-fous, parce qu'ils ont besoin d'avoir une séparation de pouvoir, de contrôle et de balance. So for it's just like another example. You're Prenons un autre exemple, l'épargne de toute une vie de votre grand-père. Oh, il a ses clés privées, il est sur son lit de mort à l'hôpital. hospice, and now when he died. Quand il meurt, comment récupérez-vous l'argent ? Il a 12 enfants. Est-ce que les 12 enfants vont désigner l'un d'entre eux pour avoir les clés ? Ou alors peut-être qu'ils vont se dire, je pense qu'il vaut mieux que Fidelity ou une entreprise de confiance s'en charge, Read the last will and testament. lisent la dernière volonté du testament, comme l'entreprise d'escroc ou l'entrepreneur. Ils vont lire la dernière volonté, puis les clés. And what happens if you're Qu'est-ce qui se passe si votre grand-père a décidé qu'il voulait laisser le Bitcoin, le transmettre aux 12 enfants, à ses 16 petits-enfants, et ensuite transmettre un leg à 37 organisations, et également potentiellement aux héritiers des petits-enfants ? of the grandkids? C'est assez évident, n'est-ce pas ? C'est comme, qui exactement dans votre famille va porter les clés ? The answer, it's an institutional thing. C'est quelque chose d'institutionnel. Quand vous arrivez au niveau institutionnel, vous allez vous retrouver avec des dépositaires de classe institutionnelle, dont la longévité dépassera celle de tous les individus concernés. Vous serez licencié un jour. Vous perdrez votre poste de chef d'entreprise, ou vous quitterez votre emploi. Vous laisserez votre fonction de maire. Si vous dépensez 10 milliards de dollars pour des fonds de pension, il n'y a pas moyen que le fonds de pension vous demande de vous présenter et de déclarer « Pas d'inquiétude, j'ai les 10 milliards de dollars dans ma poche, mais j'ai donné l'autre clé à mon cousin. »
Ça se passera pas, n'est-ce pas? So this is a blessing and a Donc c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, n'est-ce pas? Si vous étiez un maximaliste hardcore, vous diriez « On aimait bien quand il n'y avait que 100 millions d'individus. Ils avaient leur propre argent dans leur tête ou leur propre argent dans leur portefeuille physique. » Ouais, c'est un bonheur. Le malheur, c'est que si vous voulez que New York City, Chicago, San Francisco et les États-Unis, 10 000 institutions cotées en bourse, achètent tous du Bitcoin ou embrassent le Bitcoin, then you're going to have to deal with alors vous allez devoir gérer les structures de contrôle, les garde-fous mis en place par ces entreprises. Traiter avec des grandes banques, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Fidelity, les grandes institutions. And I don't think it's a Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que tout le monde aura la capacité de prendre soin de son propre Bitcoin. Si vous achetez du Bitcoin par Fidelity et que vous voulez le mettre dans votre portefeuille physique, entre l'âge de 40 et 75 ans, vous pouvez le faire. Si on vous a diagnostiqué un cancer en phase terminale et que vous pensez que vous serez mort dans les prochains 6 mois, vous allez probablement le retirer dans votre hardware wallet et le mettre avec votre argent fiduciaire ou votre avocat, ou votre agent immobilier ou quelqu'un d'autre. Vous allez laisser les instructions à vos proches, parce que c'est la bonne chose à faire. Si j'ai Parkinson ou Alzheimer, si vous m'avez diagnostiqué avec Alzheimer, et que ma main tremble et que je suis plus capable de taper sur un clavier ou sur un ordinateur, je le mettrai probablement en garde chez un dépositaire pour des raisons évidentes. right for obvious reasons. So the ability to move La capacité de déplacer le Bitcoin, de passer de la garde autonome individuelle au multisig, de le confier à un petit dépositaire, à un gros dépositaire, I think that's what keeps the entire network. je pense que c'est ce qui garde l'ensemble du réseau honnête. Et c'est ce qui confère à cet actif toute son intégrité. Je vais pas épiloguer, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un vrai sujet autour de la self-custody, que ce soit pour les particuliers, parle-en à tes proches ou à ta famille, ou pour les organisations. Il nous en fait là une belle démonstration. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut nécessairement confier la garde de ton stack individuel ou institutionnel à une tierce partie au cœur du système, particulièrement durant cette phase trouble, où le système fiat est littéralement prêt à tout pour se maintenir dans l'illusion qu'il est et restera à jamais le référentiel, l'operating system de la société. C'est, je crois, tout le sens de la remarque de Michael Goldstein, Bitstein, qui poste « Je pense qu'il aurait été plus productif pour Saylor de cadrer son propos en évoquant les défis posés par la garde au niveau institutionnel, en déclarant, par exemple, « Si le Bitcoin permet aux particuliers de prendre facilement le contrôle de leur propre argent, les institutions sont quant à elles confrontées à des défis opérationnels et juridiques que les partisans du Bitcoin n'ont peut-être pas pris en compte et nous devrions continuer à chercher comment résoudre ces problèmes afin de débloquer l'autodétention, la garde autonome pour ces grandes organisations. La garde collaborative multisig est l'un de ces développements prometteurs. Cela dit, en attendant, ces institutions disposent déjà d'actifs centralisés et le fait de tout réévaluer en Bitcoin en adoptant des instruments financiers en Bitcoin tels que les actions MicroStrategy et les ETF est une occasion extraordinaire de se développer en tant qu'entreprise tout en bénéficiant à l'économie Bitcoin dans son ensemble grâce à l'introduction de très grandes réserves de liquidités. C'est une situation gagnant-gagnant où chacun peut continuellement renforcer son bilan et minimiser ses risques financiers, que l'on soit un simple citoyen ou une entreprise du Fortune 100. Pas de doute, notre gars Bitstein a l'art et la manière. Bon, que faut-il en conclure? À quoi se fier dans le discours de Saylor? Les plus indulgents, comme BitPain, considèrent que Michael ne fait là qu'exprimer une critique envers les marchands de peur les plus catastrophistes et qu'il ne décourage aucunement la garde autonome. Certains, comme Brad Mills, lui accordent aussi qu'agiter le spectre d'un Executive Order 6102 est dépourvu de sens compte tenu des circonstances et que la concentration des dépositaires n'augmente en rien la probabilité d'un tel risque. D'autres, enfin, interprètent les propos de Saylor sous un angle très stratégique. C'est le cas de Simon Dixon qui écrit « Laissez-moi vous donner la traduction.
Je minimise l'importance du Bitcoin en garde autonome parce que je suis sur le point de vous offrir un prêt garanti par ma nouvelle banque. Quant au Bitcoin anarchiste, continuez à aider les gens à se libérer des banques, des gouvernements et des banques centrales. Voilà déjà quelques éléments de réflexion intéressants. Chacun est bien sûr libre de se faire sa propre opinion sur le bonhomme et les mois à venir promettent de nous donner bien des occasions de revisiter notre jugement sur Michael. Comment dit-on ? Observe non pas ce qu'ils disent mais ce qu'ils font. On va se quitter sur un dernier post de Bitstein. Il ne faut pas nécessairement donner une connotation politique au terme crypto-anarchie. Bien souvent, il sert simplement à décrire une solution d'ingénierie appropriée et des protocoles sociaux garantissant la sécurité à l'ère de l'Internet. Toujours très sage, Bitstein. De quoi méditer. On s'arrête ici, fin d'un épisode assez dense, actualité oblige, et on se donne rendez-vous pour l'ultime épisode de la saga Sailor, chaude larme en perspective. Ciao!